je suis président du Conseil d'orientation des infrastructures, que celui-ci a eu à s'interroger sur les priorités que l'État devait donner aux investissements en matière soit de régénération, soit de création d'infrastructures. Et le président de la République a donné des indications claires qui étaient de donner la priorité à la régénération des réseaux et des ouvrages d'infrastructures qui s'étaient profondément dégradés dans les 30 dernières années. Et aujourd'hui, ce besoin de régénération, il est rendu avec plus d'acuité depuis l'accident du pont Morandi à Gênes, qui a fait prendre conscience, au-delà des cercles d'experts, du risque qu'il y avait à laisser vieillir certaines infrastructures. Cet accident très médiatisé n'est pas unique, il y en a eu d'autres en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, des ponts qui se sont effondrés parce que les bétons armés notamment étaient arrivés à un âge où la corrosion des aciers, la dégradation des bétons les avait fragilisés au point qu'ils soient en péril. Quand on parle par exemple des infrastructures de transport, on a plusieurs maîtres d'ouvrage. Il y a l'État, bien évidemment, pour le réseau routier non concédé. Il y a les départements qui possèdent de nombreuses routes avec des ouvrages d'art. Et puis vous avez tout l'ensemble des collectivités locales qui ont aussi un patrimoine considérable. Si vous regardez le réseau routier français, c'est plus d'1 million de kilomètres. Quand vous regardez le nombre d'ouvrages d'art, c'est plusieurs centaines de milliers. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on est en train de regarder au plus près quels sont et de faire l'inventaire de ces ouvrages. Le Sénat, notamment, a lancé une enquête, non pas sur les ouvrages de l'État qui sont connus, mais sur les ouvrages des collectivités territoriales. Donc, il est vraisemblable que les besoins sont considérables. Si on regarde par exemple aux États-Unis ou en Italie ou en Allemagne, une grande partie des autoroutes, des ponts qui vont avec, ont été réalisés après la grande crise. C'était une façon de créer de l'emploi et de relancer l'économie. Et en France, le réseau autoroutier, par exemple, est beaucoup plus tardif. Il date d'après la guerre. Mais on est dans des infrastructures ou dans des ouvrages qui peuvent avoir 60 ans, 70 ans. Donc, vous voyez bien qu'au bout d'un certain temps, il y a un vieillissement qui est inéluctable. Et ces ouvrages doivent être surveillés. Et la plupart le sont, et le sont de très près. On est ici sur une densification qui a augmenté. La circulation sur les grands ouvrages est infiniment plus importante aujourd'hui qu'elle n'était au moment de la création de ces ouvrages, des études qui avaient été faites pour les supporter, même si j'imagine qu'il y avait ici des sécurités importantes qui avaient été envisagées. Les bétons, ils progressent. On voit ici que l'on fait des qualités de béton qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Mais ça a été, il faut le reconnaître, une innovation majeure qui a permis de faire des constructions beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus audacieuses, d'avoir des ponts qui avaient une portée beaucoup plus longue. Et donc ça a été remarquable, cette mise au point française des bétons armés et des bétons précontraints. Donc après, bien évidemment, il faut tenir compte de la durée de vie d'un ouvrage. Il faut mettre au point des méthodes de surveillance. Il faut s'assurer que les vieillissements sont compatibles avec la circulation ou avec l'usage de l'infrastructure. Et autrement, il est nécessaire d'envisager leur régénération. Le monde de la mobilité est en train de changer. Les problématiques de l'environnement que nous connaissons, la transition énergétique aussi, va amener à faire évoluer les infrastructures. Et on est plus aujourd'hui sur une modernisation des infrastructures existantes dans un pays très équipé comme le nôtre, plutôt que vers la création d'infrastructures nouvelles ou d'ouvrages nouveaux. Alors, il y en aura, bien évidemment, il y a des chaînons manquants, il y a des besoins de capacité ici
ou là, hein, mais aujourd'hui, la grande priorité, c'est restaurons la qualité de nos infrastructures pour qu'elles soient sûres d'abord, pour qu'elles soient efficaces sur le plan économique, hein, et qu'elles permettent à nos citoyens de faire valoir leur droit à la mobilité. Les décideurs publics ont une responsabilité très importante quand ils engagent des projets, quand ils lancent des constructions d'infrastructures ou des constructions urbaines, hein, des bâtiments ou autre chose, mais ils sont accompagnés aussi par une réglementation qui les oblige, hein, mais les protège. Cette réglementation, elle oblige à faire des études qui soient tout à fait approfondies, elle oblige d'avoir des experts autour d'eux, hein, de manière à je dirais, avoir des projets qui soient fiables, hein, et des réalisations qui soient sûres dans la durée. La certification des ouvrages est une orientation qui est nécessaire, hein, bien évidemment. Je crois qu'il est bien, à la fois pour le décideur public, mais pour tous les usagers des futures infrastructures, d'avoir ici une garantie, hein, faite par des professionnels, hein, qui permettent, j'allais dire, d'avoir de limiter le plus possible les risques, hein, qui peuvent être, comment dirais-je, associés au vieillissement d'un ouvrage. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la psychose, hein. Il y a énormément d'ouvrages dans notre pays. La plupart d'entre eux sont en bon état, mais simplement, il faut regarder celles et ceux des infrastructures qui pourraient avoir le plus de problèmes. Ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié au processus de construction, ça peut être lié à une évolution des usages, toutes choses qu'on ne prévoit pas forcément au moment de la création de l'ouvrage, mais qu'il faut savoir accompagner. Donc l'appel à des spécialistes, à des professionnels, à des gens dont le métier est de connaître l'évolution des composants d'une infrastructure est sûrement quelque chose de recommandable. La société aujourd'hui exige à la fois la prise en considération des risques possibles, hein. Elle irait même jusqu'à demander à ce qu'on élimine les risques, même si le risque zéro est une illusion, hein. Et d'autre part, on a ici, hein, un besoin, hein, de rassurer l'opinion publique. Donc je crois que apporter, encadrer, certifier, ce sont des mesures qui sont de nature à réduire le risque et à donner confiance dans les politiques publiques et dans leur réalisation. Je n'imagine pas qu'un décideur public ne prenne pas le maximum de précautions, hein, parce qu'il y va de sa responsabilité, mais aussi de la conception qu'on a du bien public, hein. Lorsqu'on décide de la construction d'un ouvrage, c'est pour rendre un service à la société, à l'économie, à la population, hein. Donc, et c'est de mieux utiliser possible l'argent public. Construire un usage défectueux, c'est l'assurance, bien évidemment, qu'on n'a pas usé correctement l'argent public, et puis c'est l'assurance aussi d'ennuis qui pourraient, comment dirais-je, être consécutifs aux malfaçons possibles. Donc moi, je pense qu'ici, le décideur public et tous les décideurs publics, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, hein, sont préoccupés par les problématiques de qualité et de sécurité à la fois technique et juridique de ce qu'ils entreprennent. Alors après, vous avez des problèmes qui sont liés à la capacité financière, hein, des collectivités quand il s'agit de construire ou quand il s'agit de rénover. On n'a pas toujours la totalité des moyens nécessaires à sa disposition dans les temps qui seraient idéaux. Mais pour le reste, je pense qu'ici, il y a vraiment un consensus pour aller vers la sécurité maximum.